Nous allons nous intéresser maintenant à la nature de la lumière. Bien, je n'ai pas envie de faire tout l'historique de tout ce que les scientifiques ont pu penser à travers l'histoire sur la nature de la lumière. Je vais m'arrêter simplement sur deux étapes. D'une part, les pensées de Newton et d'autre part, la fameuse expérience de Young. Prenons d'abord Newton. Newton réfléchit et prend deux expériences. Imaginez le mur d'une maison, excusez-moi, je prends le mur d'une maison et j'ai l'ouverture de la porte. La porte est ouverte et le soleil est quelque part par là. Donc je sais que le soleil va émettre de la lumière perpendiculairement au mur. Or, que constate-t-on? Si la porte est ouverte, eh bien nous verrons qu'en fait, derrière le mur, bien sûr, il fait sombre, tandis que tout le passage ici, qui est dans le prolongement de la porte, sera éclairé, je vais voir ici, de la lumière. Autre expérience, prenons par exemple un arbre, ça pourrait être le fameux pommier de Newton qui a déjà servi pour la gravitation, le soleil étant toujours quelque part ici très loin à gauche, de nouveau voilà la lumière qui nous vient du soleil. Que voit-on? Eh bien, bien sûr, nous avons de la lumière partout, sauf derrière l'arbre. Et donc, Newton prend une analogie. Il dit, remplaçons le soleil. Mettons-nous ici et amusons-nous à jeter des petits cailloux perpendiculairement au mur ou perpendiculairement ici au passage. Il est clair que vous allez retrouver des petits cailloux ici dans le prolongement de la porte et vous n'aurez aucun caillou derrière le mur. De la même manière, ici, vous allez retrouver des petits cailloux partout sur le sol, mais vous n'aurez aucun caillou derrière l'arbre. De là, Newton conclut, c'est clair, la lumière est faite de particules. Si vous voulez, des petits objets microscopiques. Mais toujours est-il, particules ou petits objets, ça veut dire en fait que à ces particules, je peux assigner une trajectoire. Voilà les idées de Newton. Et quand Newton dit quelque chose, il faut être solide pour dire le contraire de lui, et de toute façon, personne n'a rien de mieux à proposer. Les choses vont en rester là pendant un siècle. Et il a fallu attendre la magnifique expérience de Thomas Young pour arriver à la conclusion inverse. Thomas Young, 1773-1829. Young, en fait, était médecin, physicien et également égyptologue. Entre autres, contrairement à ce que tout le monde raconte, ce n'est pas Champollion qui a décodé les cartouches des rois et des dieux égyptiens, c'est Thomas Young, dans un pur exercice de logique. Mais il ne pouvait pas aller plus loin. Champollion, lui, avait l'avantage de connaître le copte, qui était la langue héritière de l'égyptien ancien, donc ça a permis à Champollion justement de pouvoir décoder toute l'écriture égyptienne et donc de pouvoir décoder tous les textes hiéroglyphiques, ce que Thomas Young n'aurait jamais pu faire. Mais bon, revenons à nos moutons. En fait, Young se demande si vraiment Newton a raison. Et donc, il va faire une expérience absolument géniale. Il prend une source lumineuse et pour vérifier si éventuellement il pourrait y avoir un aspect ondulatoire, il va prendre un écran percé de deux trous. Donc imaginez, je prends l'écran ici, je vais faire une ouverture, de nouveau l'écran, nouvelle ouverture, donc la lumière peut passer par deux endroits. Et derrière, je vais encore mettre un écran d'observation. Donc voilà notre écran d'observation. Alors, d'après Young,
Si Newton a raison, je m'attends bien sûr à trouver, je prends les particules qui ont traversé la première ouverture, je devrais trouver de la lumière ici. Et de la même manière, bien sûr, je devrais trouver de la lumière ici, et nulle part ailleurs. Or, si on regarde ici sur l'écran ce qu'observe Young, je vais mettre dans l'autre sens l'intensité lumineuse qu'il a observée. Donc ici, j'ai une échelle avec l'intensité, le zéro étant ici. Eh bien, ce que Young observe, c'est un maximum central, et ce maximum est bordé de minima et de maxima successifs. C'est typiquement ce qu'on appelle une figure d'interférence. En fait, comment obtient-on ceci? Eh bien, si on prend maintenant justement un aspect, une interprétation plutôt ondulatoire, souvenez-vous du principe de Huygens. Huygens dit que si vous avez un front d'onde, je prends le front d'onde qui est arrivé ici en même temps sur les deux ouvertures du premier écran, ces ouvertures vont agir comme étant autant de sources secondaires qui réémettent l'onde en phase. Donc j'ai deux ondes circulaires qui sont en train de se balader dans toutes les directions. Et ces ondes vont faire de l'interférence. Chaque point ici de l'écran va recevoir la contribution de chacune de ces deux sources. Et en fonction justement de la position, l'interférence va être constructive ou destructive. Donc cette simple expérience, je dis simple, mais ce n'était pas facile à réaliser avec les moyens de l'époque, c'était indubitable. Il était clair que la lumière était une onde. Adieu le principe de Newton. Comment expliquer ceci et comment expliquer finalement l'erreur de Newton? Il faut toujours avoir en tête ce fameux principe de Huygens. Je vous donne une autre figure. Voilà deux expériences qui ont été réalisées avec ce qu'on appelle un bac à ondes. De quoi s'agit-il? C'est un bac qui est horizontal, dans lequel on a mis de l'eau. Donc vous avez ici la surface de l'eau, et cette eau est éclairée en lumière rasante, ce qui permet de voir à chaque fois les points qui sont les plus hauts dans l'eau. Ici à gauche, ça se voit peut-être mieux dans la photo de droite, nous avons ici en fait une tige qui fait un mouvement de va-et-vient dans l'eau. Donc elle monte et elle descend, ce qui provoque des vagues. Et vous voyez ici les fronts d'onde successifs. Cette fois-ci, je reviens à cette photo-là. Donc vous avez ici les fronts d'onde successifs. Voilà donc les fronts d'onde qui correspondent aux maxima. Et vous avez l'onde qui se dirige vers la droite. Regardez ce qui se passe ici quand j'ai un écran, on ne voit pas l'écran, mais j'ai un écran qui bloque l'onde, sauf par un tout petit passage. À ce moment-là, c'est ce petit passage qui sert de source secondaire pour réémettre l'onde, et donc forcément, à ce moment-là, vous avez des fronts qui deviennent circulaires. Et vous remarquez que l'intensité reste à peu près constante tout le long de ces arcs de cercle. Voilà ce qu'on obtient dans ce premier cas. Pour bien fixer les idées, d'une part, on repère bien sûr la longueur d'onde, c'est la distance ici entre deux fronts successifs, et d'autre part, vous avez la taille de l'ouverture. Cette taille, je vais l'appeler petit a. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez que lambda est du même ordre de grandeur que l'ouverture. Dans le deuxième cas, je refais en fait exactement la même expérience, mais vous voyez que j'ai un passage qui est nettement plus large. A est devenu beaucoup plus grand. Donc, dans ce cas-ci, vous avez que la longueur d'onde est beaucoup plus petite que l'ouverture. Eh bien, dans ce cas-ci, nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle l'optique
ondulatoire. Ici, nous sommes dans l'optique géométrique. Mais à chaque fois, vous voyez que j'ai affaire à des ondes. Or, regardez la photo de droite. Elle ressemble étrangement au dispositif qu'avait pris Newton. Vous voyez ici le mur et l'ouverture dans la porte. Vous voyez que la lumière n'a pas été affectée, en fait, dans l'ouverture de la porte. Donc, si je prends ici, en gros, le prolongement des extrémités de la porte, la lumière ici n'a pas été affectée. Tandis qu'ici, vous reconnaissez très bien les ondes, mais comme elles se distribuent sur des arcs de cercle qui deviennent de plus en plus grandes, forcément, en s'écartant, vous avez que l'intensité diminue très très vite. Et donc, finalement, ici, vous allez avoir 0 et là-bas 0. Et pourtant, c'est une expérience réalisée avec des ondes. Donc ça montre en fait que Newton s'est trompé. S'il avait utilisé le principe de Huygens qu'il connaissait bien, en fait, il ne serait pas tombé dans le panneau et il n'aurait pas pris des conclusions hâtives. Je profite de l'occasion ici pour dire que dans ce cadre, donc dans le premier cas, nous sommes, comme j'ai dit, dans le cadre de l'optique ondulatoire, dans le deuxième cas, dans l'optique géométrique, mais les deux ne sont pas exclusifs. On parle toujours de la même lumière, du même type d'onde. Simplement, en fonction justement de la situation, certains phénomènes s'expliquent mieux avec un formalisme d'optique ondulatoire, tandis que d'autres phénomènes s'explique beaucoup plus facilement dans un cadre d'optique géométrique. Donc on utilise des outils différents, mais toujours pour étudier une onde électromagnétique, en l'occurrence ici de la lumière. Bien, je profite de l'occasion également pour fixer un petit peu la terminologie. Donc nous avons déjà, il y a un certain temps, introduit le concept de front d'onde. Donc je vous rappelle qu'un front d'onde, c'est l'ensemble continu des points qui ont où l'onde a la même phase. Vous prenez par exemple ici le maximum de l'onde, et bien voilà, dans l'expérience qui était réalisée ici, des fronts d'onde que l'on appelle plans. Donc là, j'ai des fronts d'onde. Maintenant, on aime bien d'indiquer, plutôt que d'indiquer les fronts d'onde, on aime bien d'indiquer la direction de propagation de la lumière. Et dans ce cas-ci, si je suis dans un milieu isotrope avec un tel front d'onde, le rayon, cette direction de propagation de la lumière, c'est ce qu'on appelle un rayon lumineux. Mais c'est un concept tout à fait artificiel. Donc il n'y a pas de rayon lumineux, ça indique simplement la direction de propagation de la lumière. Comme je l'ai dit, en fait, ça c'est la situation habituelle quand la lumière se propage dans un milieu isotrope. Il faut savoir que dans certains milieux très spéciaux, anisotrope, vous pouvez très bien avoir les fronts d'onde qui ont la même orientation que ce que j'ai représenté ici, mais en revanche, vous avez la propagation qui se fait en oblique. Mais nous n'allons pas étudier ces cas-là. Bien. Conclusion de tout ceci, la lumière est bien une onde. Et pourtant, au début du XXe siècle, en fait, on a découvert que finalement, c'était Newton qui avait raison. La lumière est bien faite de particules que l'on appelle photons. En fait, le raisonnement de Newton était complètement faux. Mais il est vrai que la lumière est faite de particules, ces fameux photons. Simplement, l'onde nous renseigne à quels endroits vous allez trouver des photons et les endroits où vous n'en trouverez pas. Ça, on le verra dans le dernier chapitre, dans la physique moderne. Mais pour l'instant, nous allons continuer comme si, effectivement, la lumière est bien une onde et nous oublions pour l'instant cet aspect de particules.